Alors ce soir, on va pouvoir parler de surnaturel, de trans, de pouvoir occulte du féminin, parce que la question qui nous intéresse et qui est à l'œuvre dans ton film, Camilla, c'est celle du cinéma comme matière pour révéler l'invisible. Donc merci Camilla d'être là. Pour commencer, je voulais dire que tu viens des arts plastiques et c'est ce qui explique peut-être ton rapport au cinéma. C'est ce qui explique sans doute pourquoi ton rapport au cinéma, pas uniquement comme art du récit filmé en 2 dimensions, mais comme matière que l'on sculpte pour en révéler les différentes strates et montrer ce qui est caché. Et c'est une démarche qu'on connaît traditionnellement plutôt dans l'expérimental, avec tout le travail sur la pellicule, et peu dans la fiction. Et c'est ce qui nous avait justement... ce qui nous avait justement beaucoup plu dans ton film, c'est que tu mets ces démarches et ces moyens-là au service de la fiction et ton personnage principal. C'est donc cette recherche que tu vas nous faire explorer ce soir à travers 5 extraits qui mettent en leur centre le cinéma comme matière et avec des personnages féminins. Ce sont des extraits du cinéma mondial avec la France, les États-Unis, mais surtout la Colombie, parce que c'est là où tu as tourné ton film et parce que tu es colombienne. Tu as grandi dans cette culture qui est déjà pétrie d'animisme, de surnaturel et qui a influencé ton rapport au fantastique. Merci Pascal. Bonsoir. Bon, on y va parce qu'il y a plein de choses à dire et c'est la première fois que je fais la hip-hop, donc j'espère que je vais gérer les temps comme il faut. Donc oui, comme Pascal disait, j'avais envie de commencer pour parler de un peu ce que ça veut dire la chimie, qu'est-ce que ça veut dire, non, mais un peu l'approche que je vais prendre avec vous ce soir. Et c'est, comme l'a dit Pascal, ce qui m'intéresse, c'est les côtés sciences occultes. Dans ma pratique, j'ai commencé avec un travail avec la matière et exactement avec des VHS, parce que moi j'ai commencé à faire des films avec des archives que je ne trouvais pas sur Internet, mais j'ai trouvé dans des VHS que j'ai cherché. Donc ce rapport à la matière était donc concret et bien réel. Et donc j'ai commencé à voir comment faire pour... c'est-à-dire comment en manipulant cette matière, il y avait des sortes de miracles. Et donc en me demandant qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui me dépasse que je n'avais pas prévu. Et c'était ces moments-là, j'ai travaillé autour de ces moments-là, des petits étincelles des accidents ou des textures, des sobrepositions de textures, des choses que m'étonnaient tout d'abord moi-même et puis qui ont commencé à faire mon langage, je pense, dans ce que je fais d'ici depuis 10 ans, donc avec l'image en mouvement. Et donc il y a cette notion de... Donc ça c'était au début et maintenant j'approche, le temps passe et pour moi c'était un peu dans le terrain du jeu, de l'expérimentation, mais maintenant je commence à attacher plus ça à la question de la sorcellerie, de la magie, de quelque chose qui est donc des rituels aussi, dans le travail avec les réels, avec les acteurs, avec des corps, avec des éléments. Et donc c'est pour ça que vraiment je voulais ce soir parler de ces rapports à l'invisible qui est le cinéma. Et donc évidemment il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de façon de dire, mais je vais juste mettre vous partager et juste parler des différents films qui m'ont fait trouver des façons de cinéastes qui ont travaillé de façon spécifique avec la matière pour aller vers quelque chose de très miraculeux, ou chercher ce miracle, où est-ce qu'on peut le trouver et pourquoi. Et donc voilà. Donc les premiers extraits, donc comme l'a dit Pascal, donc j'ai envie de parler de la Colombie et j'ai envie de parler donc du premier film de fiction colombien qui s'appelle Maria. Donc
pour l'anecdote, en Colombie, presque toutes les femmes s'appellent Maria. Moi, je m'appelle Maria. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est de 1921. C'est l'adaptation d'un roman très important de la littérature hispano-américaine qui s'appelle Maria aussi. Et donc, par rapport à la matière, donc, c'est un film il y a plein de mythes parce que justement, c'était un film de 3 heures qui a été tourné donc, dans la région de la vallée du Cauca. C'est le deuxième fleuve le plus important de la Colombie. Et on raconte plein de choses sur ce film. Il ne reste que 22 secondes aujourd'hui. Il ne reste plus. On raconte que ce film, donc c'était le frère Domenico, des Italiens qui ont ramené une caméra qui permettait, avec un système que moi je ne peux pas vous expliquer, mais donc c'est les mythes, hein, je ne sais pas si c'est vrai, hein, donc qui dans le puits, le film s'était tourné dans une hacienda et il passait donc un puits ou un ruisseau, et donc les pellicules étaient développées là. Parce que cette caméra avait un système pour développer dans le même, je sais pas, la boîte, développer les pellicules. Donc, déjà un film qu'on développe dans une rivière qui s'appelle Maria et duquel il reste 22 secondes. Donc, on va regarder ça. On raconte après que ça a été perdu parce que ça a été vendu à une usine de lacets et finalement c'est les Colombiens qui les ont portés avec les bouts plastifiés, vous savez, des lacets. Et donc la pellicule est devenue ça. Bon, bref. Ça, c'est, donc la Colombie. Voilà, la Colombie, région équinoxiale, d'une extrême biodiversité qui a étonné. Donc, notamment les ballons Alexandre von Humboldt qui disait que les crabes avaient les couleurs du ciel et que tous les jours ils voyaient comme si c'était la création du monde. Bon, ça c'est sur ses notes, sur ses journaux d'exploration donc en Colombie. Et donc voilà, et donc extrême fertilité, exubérance, abondance. Quelque chose de très féminin, je trouve, qu'il y a donc, dans cette région. Et donc, ça m'arrange de dire ça parce que donc, les extraits qu'on va montrer, c'est toujours des personnages féminins qui sont dans une sorte de transe ou qui accèdent à un moment de ailleurs et où l'image et la matière de l'image participent à ces trans. Donc, voilà. Et, tu veux passer au deuxième extrait? Oui. Okay. J'ai vu les temps, donc j'ai vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que Et donc on va regarder donc, les deuxièmes extraits que j'ai choisis. Aussi pour parler de la Colombie, donc un pays très influencé par l'Amérique du Nord, comme toute l'Amérique latine. Et donc, cette question du féminin, et donc j'ai envie de montrer donc, Carrie de Brian De Palma de 1976, où, donc vous allez voir, il y a un moment de transe, un moment de trans, et donc, c'est le film, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, c'est un film très connu qui raconte l'histoire de Carrie White, une fille qui passe donc, de l'adolescence à l'âge adulte, dans un milieu, dans un film de collège, dans un milieu où elle est harcelée. Et l'histoire, c'est que quand elle a ses règles, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était, elle est effrayée, et sa mère donc la culpabilise un peu l'élément qui la terrorise par rapport au fait d'être femme. Trust me, Carrie. You can trust me. Trust me, Carrie. You can trust me.
Trust me, Carrie. You can trust me. Trust me, Carrie. You can trust me. Trust me, Carrie. You can trust me. Trust me, Carrie. Donc vous avez vu, et, donc il y a quelque chose qui est... Bon, il y a différentes choses. Il y a l'aspect thématique, donc du fait de parler de la femme, c'est rapport au rouge, du sang par exemple, mais tout ça dans un contexte de film d'épouvante, comme le film qui est Carrie. Et par exemple, dans le film jusqu'à là, la caméra est très stable, il y a des travelling longs, et c'est à ce moment-là, qui est vraiment sur la fin, donc que De Palma fait un peu brise ou va loin avec les langages, avec le split screen, avec l'utilisation du monochrome. Là, c'était un peu pâle par rapport au rouge, que je pense qui est mais et par rapport à ces moments j'appelle trans, mais bon, c'est ces moments de surnaturel, donc dans les cadres d'un film d'horreur, mais où les langages participent de ces moments et ils ne restent pas à distance, et donc c'est ça, même par rapport au feu. Et on va parler aussi après du feu, mais donc c'est ça que m'intéresse beaucoup dans cet extrait. C'est comme si le pouvoir de Carrie contaminait l'image elle-même, en fait.
Et avec ce split screen, on a aussi la sensation que, en tant que spectateur, d'être omniscient, comme si l'esprit, nous-mêmes, on était contaminés par son esprit omniscient et puissant. Et donc après, de toute façon, donc on va revenir à la Colombie parce que donc c'est cet aspect-là qui m'ont intéressé au niveau formel, mais il y avait en tout cas quand j'ai fait Nibestia et un peu la façon dont j'ai pris aussi les codes du genre et de l'horreur et du fantastique, c'était aussi pour approprier une vision qui est à mon avis aussi très masculine, de toute façon, qui a des palmas sur les corps féminins tout au long du film. Et bon, donc ce film a été pour moi comme une sorte comment dire, d'amour et de haine. Et donc après, qui m'a fait demander bon, comment on s'en approprie ça, comment avec une vision féminine on peut parler de ça. Mais bon, ça sera un bestial. On va continuer avec les extraits. Et donc, pour revenir à la Colombie, donc il y a un autre film donc je vais présenter, il s'appelle La Vendedora de Rosas, donc La petite marchande des roses, de 1998, réalisé par Victor Gaviria. Et donc ce film, c'est un des films les plus importants de la cinématographie colombienne aussi. Et ça se passe à Medellín. C'est l'histoire de Monica, une fille de 13 ans qui habite dans les rues et qui est dans un contexte de drogue, alcool et misère. Et donc c'est une adaptation du conte de Andersen qui s'appelle La petite fille aux allumettes de 1845. Et donc c'est un conte de fées, et donc transposé en Colombie, dans le Medellín des années 90. Et donc cette fille, donc c'est la veille de Noël, c'est pour ça que c'est l'adaptation du conte de Andersen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est cette histoire de la marchande d'allumettes qui a très froid et qui a peur de rentrer chez elle parce que son père la battrait, sachant qu'elle n'a pas vendu les allumettes. Donc elle se cale au milieu de deux maisons et commence à allumer. Et pendant qu'elle allume, elle a des hallucinations de bonheur, d'être dans un endroit calme, au chaud, avec le sapin de Noël, etc. Et elle continue à allumer jusqu'à ce que donc il y a une lumière qu'elle éblouit. Et c'est sa grand-mère qui est récemment morte qui l'amène avec elle, et donc le lendemain on la retrouve morte avec un sourire sur le visage. Et donc La Vendedora de Rosas, c'est donc aussi dans le contexte de Noël, des fêtes de Noël, et donc dans ce contexte que j'ai raconté de misère à Medellín. Et donc cette fille, on lui donne un livre, on lui donne une montre, et après elle échange contre la drogue, bon c'est comme ça, et elle s'est fait tuer donc par un chef d'un gang. Et donc l'extrait qu'on va regarder, c'est justement ce moment-là.
vamos, Mateo. Voy con usted. Voy con usted, espéreme. Voy con usted para donde sea, desde ahí conmigo, ¿verdad? Yo me voy con usted. Me voy con usted, espéreme. Espéreme que yo me... No, perra, hijo de puta, te vas a llamar reloj. No te dejes. Maricona, hijo. ¡Correa, hijo de puta! ¡Vas a correr! ¡Que si me la va a pasar con los reyes! Hola, yo voy a andar con los reos para que yo bicho. Con los reos de puta, hombre. No se vale con la mano. No se vale con la mano. No se vale. No, lo hago yo. El balón. Oye, el balón es mágico, se vale el balón. Ay, que usted hace mal. Ay, María, ay, ese es arco. Vámonos. Vamos. David. Rosas, vendo rosas al amor. Ay, mira esa playita como duerme ahí. Rosas del jardín de tu cariño. Las rosas que sembraste allá en el huerto, en el jardín de tu casa, para regalar cariño. Si usted me comprara a mí una rosa, también. Ce que je vois là, c'est dans les contes d'Andersen et dans l'extrait, dans le film de Victoria Villa, c'est l'accès aussi à un monde immatériel, à un autre monde aussi. Et il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, et c'est comment cette transe ou cette sorte d'hallucination, cette sorte de sortie permet un salut ou permet d'échapper à un monde. À la réalité quelque part. Et quoi dire d'autre sur la Rosas? Il y a la question du feu aussi, qui est donc, pour revenir à la chimie, j'ai vu en préparant ça qu'il y a donc Carrie a les feux. Là on a vu donc la question de la rivière, de l'eau, et là tout à l'heure on va voir l'air aussi. Donc c'est les éléments aussi qui recoupent tout ça et qui donnent aussi, qui entrent en rapport avec ces moments de transe, avec la matière et avec le personnage et la fiction, comme quelque chose quelque chose qui est hors, qui est à la fois innommable et aussi concret, mais en même temps impossible de cerner ou de contrôler. Il y a ça aussi, cette contamination de l'image par l'hallucination de la fillette, parce que aussi tout le reste du film est filmé de manière réaliste, et c'est le moment où vraiment
où l'onirisme apparaît dans le film. On entre dans sa vision. Et donc, comme tu disais au début de la séance, donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le cadre de la fiction, comment ça arrive, donc ces moments de je ne sais pas comment les nommer, les trans, ça arrive, et ça... Donc ces mondes qu'on a vus, parce que normalement c'est toujours vers la fin, donc Carrie est là aussi, c'est la fin, donc c'est comme ça arrive à un moment où il y a les langages qui s'en va aussi. C'est-à-dire la trans, c'est pas seulement la trans du personnage, mais c'est aussi les supports, c'est aussi l'image, c'est aussi les sons qui sont contaminés, comme tu dis, ou en tout cas qui participent à ces moments. Et donc, et il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas de l'ordre de quelque chose qui est une explication. Donc, et c'est des images qui vont surtout vers l'abstrait. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. Et donc, l'extrait qui continue là, c'est, on va après bouger dans l'espace et dans le temps, c'est donc Les Tempestères de 1947 de Jean Epstein. Donc Jean Epstein, c'est un cinéaste qui m'a beaucoup intéressée. Lui, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Auguste Lumière. Il a fait des études de médecine et il a travaillé donc vraiment au début du cinéma comme cinématographe et qui a eu une approche à la machine comme un outil de connaissance. Donc il a tout de suite vu comment cette question de révéler l'invisible, c'était pas mystique. Après il a pris un côté mystique, mais c'était surtout très lié à la science. Et comment le cinéma a permis, à travers des procédés de ralenti ou d'accélération, voir des choses qu'à l'œil nu on ne pouvait pas voir et entendre aussi. De voir comment bougent les cristaux, voir s'animer des pierres, ou voir la façon dont une tige s'érige sur une plante, etc. Et donc ça a donné au langage déjà un côté miraculeux, un côté aussi d'outil de connaissance et aussi de miracle. Et donc l'extrait qu'on va regarder, c'est un de ces derniers films qui a été fait donc, en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer. Et c'est une légende bretonne qui parle des siffleurs des vents, des personnes qui sont capables de contrôler les éléments, notamment les vents pour contrôler les tempêtes. Et donc là, je pense qu'il fait 20 minutes le film, c'est un court-métrage, et c'est donc une fille qui va voir un monsieur pour l'aider pour qu'elle l'aide à contrôler la tempête, pour que son fiancé puisse revenir. Et donc, je ne sais pas si révéler ce que... Bon, moi je trouve... Être attentif peut-être, je sais pas. Oui, soyez attentifs au son. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche depuis 1 heure. C'est le vent, la mer, j'avais peur. Le vent est tombé. Regarde, la mer est belle, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ce qu'il fait là, et c'est à ma connaissance une des seules tentatives qu'il y a eu comme ça, c'est les ralentis du son. Donc il a pris donc, du son du vent
Et puis après, en les ralentissant, il a créé, il faut être bien attentif, mais on entend donc une voix, ça se rapproche à des voix humaines, et donc c'est en étirant cette matière que donc il permet d'entendre des choses qu'on n'entend pas à l'œil nu. Et il y a aussi l'effet sur l'image, qui est en sens inverse et ralenti aussi, je pense. Et c'est vrai que du coup, ce que tu disais en introduction de l'extrait, c'est qu'il s'intéresse à la perception. Et en modifiant, en ralentissant, en inversant, il modifie la perception qu'on a des éléments. Il fait apparaître des choses qui sont cachées à l'intérieur de ces éléments. Et donc c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, qui a beaucoup écrit sur le cinéma et qui a fait des recherches donc formelles et aussi mystiques quelque part, ou philosophiques aussi. Donc je me permets de lire un petit extrait d'un texte qu'il a écrit à la fin de sa vie, qui s'appelle un des textes qui s'appelle Les gros plans du sang. Les gros plans du sang. Et donc il dit: le vrai destin du cinéma n'est pas de nous faire rire ou pleurer, ou toujours même vieille fable dont un éminent critique théâtral calcule naguère qu'il ne pouvait jamais y en avoir que 3 douzaines de types. La générosité essentielle de l'instrument cinématographique, comme de tous les instruments nobles qui transforment et multiplient les pouvoirs de nos sens, consiste à enrichir et à renouveler notre conception de l'univers en nous rendant accessibles de celui-ci des manières d'être que le regard et l'écoute ne peuvent percevoir différemment. Donc ainsi, en particulier, les ralentis et l'accéléré nous révèlent un monde privé tout à coup d'une de ses plus évidentes qualités matérielles, la solidité. Monde profondément fluide, d'où la permanence des formes a disparu dans un espace qui ne connaît plus de symétrie et dans un temps qui a cessé d'être uniforme. Et donc, par exemple, lui, sur le film La chute de la maison Usher, qui est une adaptation de Poe, il met un ralenti discret mais permanent tout au long du film. Et donc, il disait que c'était comme... que ça a donné une atmosphère générale d'étrangeté et que ça participait aussi du jeu d'acteur, du jeu de chaque acteur. Donc je pense à ça parce qu'on a tendance à voir comme si les jeux c'était quelque chose qui est à distance et que la caméra fait qu'enregistrer. Alors que quand on voit la chute de la maison Usher, on voit comment effectivement ces procédés vont donner à voir une autre perception du personnage et de l'histoire et de l'atmosphère. Et donc, là, pour finir... Ça nous amène au dernier extrait. Ça nous amène au dernier extrait. Qui est donc, moi je tenais à parler aussi de cette histoire de solidité versus fluidité, aussi parce qu'il y a la question de l'eau aussi. Et de l'océan. Et donc ces films, l'extrait du film que je vais montrer, donc c'est un court-métrage que j'ai réalisé en 2020, ça s'appelle Pacifico Oscuro. Et donc c'est un court-métrage qui parle des légendes afro-colombiennes par rapport au chant, par rapport à la musique et donc le film c'est une fable qui actualise un peu ses croyances en 2020 dans le contexte de la ville de Cali et dans le contexte d'un groupe de jeunes filles qui vont être reprises par la mer et ainsi libérées grâce à la musique. Él va a venir una noche. Él es noche como nosotras. Y nos va a llevar. Nos vamos a ir.
Y esa será la noche de la resistencia y de la reexistencia. Je pense que jusqu'à maintenant, on a vu déjà tous les extraits. Et là, avec Pacific Oscuro, ce qu'on a fait donc, concrètement avec Sylvain Verde, donc, le chef opérateur, donc, dans ces passages, c'est jouer sur la cadence de l'image donc, justement pour faire ressortir d'autres choses. Et aussi le travail des sons cherche ça, donc cherche à travers de ces chants modifier, altérer, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'autre que moi, en tout cas, il n'y a pas besoin de dire quoi, mais l'idée c'est que c'est la matière et l'image et les sons même qui vont donner quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on peut appeler l'invisible ou quoi, mais je pense que c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand j'ai parlé au début des miracles, c'est un peu ça. C'est comment, ou pas oublier que l'image, c'est une matière, même si aujourd'hui c'est plus difficile de le concevoir comme ça, mais que de toute façon, c'est quelque chose que doit, en tout cas, de pouvoir, on doit savoir que c'est quelque chose qui est modifiable, qui peut être informé. En tout cas, là, c'est la première fois que tu as fait cette expérimentation sur la cadence qu'on va retrouver dans l'Ibestia avec ce chef opérateur. Et c'est vrai qu'il y a des images qui apparaissent. Bon, ça révèle des images qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et vous avez fait le même travail sur le son. Enfin, il y a un parallèle entre l'image et le son. En tout cas, qui s'ajoutent l'une à l'autre aussi. Oui, et donc j'ai à la fin de Pacific Oscuro, j'avais écrit un petit texte qui fermait le film. Et c'est une sorte de un texte un peu je vais vous le lire. Sombre Pacifique, nous éternel qui habite nos entrailles, redonne-nous le mystère qui a été abattu, couvre de ton ombre les flammes de la cupidité et mène-moi loin d'ici. Et donc dans le contexte du film, donc c'était ce que je vous racontais, c'était l'océan Pacifique qui venait prendre ses filles avec lui donc pour des retours au territoire. Mais je pense que un peu pour conclure, oui. C'est l'idée pour moi, l'importance de ces moments de transe, plus que de l'inscrire dans une histoire d'un personnage qui sort de son monde dans la trame ou l'intrigue d'une fiction, c'est surtout pour le spectateur et pour l'image même, et pour aussi voir comment l'image peut aussi devenir trace de quelque chose. Qui peut nous montrer, donc évidemment dans le cadre de la fiction il faut suivre un personnage, il faut comprendre ses enjeux, mais jusqu'où comprendre et jusqu'où aussi ressentir, parce que c'est la question aussi de la perception qui est en jeu là, je pense, quand on travaille avec les éléments du langage, là on est invité à plus trop réfléchir mais sentir et donc essayer de capter ce que lui il parlait depuis le début du cinéma, et c'est quelque chose qui appartient au cinéma et qui n'a pas de mots, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Merci. On en reparle après le film.